Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art, chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Écran large avec Thierry Genovese. Bonsoir à tous, bonsoir Yossi, notre boss à tous. Excusez-moi pour ma voix, aujourd'hui je suis un peu aphone. Alors, ce soir on reçoit encore une fois nos grands connaisseurs du western, mais pas que. Nos amis Vince Rogers et Ron Border m'ont proposé de faire une émission en l'honneur du grand Wayne, de son prénom John. Mais en fait il s'appelait de son vrai nom Marion Morrison, alias de Duke. Notre cher Robert Conrad aime bien se faire appeler comme ça aussi de nos jours, je ne le savais pas. Aurait-il envie de prendre le surnom de John Wayne? En tout cas, ces messieurs vont nous détailler 4 films, ça tombe bien, j'en ai vu 3 sur 4. Nous allons voir que Wayne était aussi un gars pas facile dans le civil, puisqu'il avait le coup de poing facile avec ses patrons, et ayant arrêté le cinéma un temps, il avait voulu revenir, s'essayer à des jobs alimentaires, si on peut dire, mais nos spécialistes du cinéma de quartier vont nous expliquer pourquoi. Merci messieurs pour votre érudition qui fait plaisir à entendre tellement vous avez à cœur de confirmer et de parler de cette époque qui nous manque tant, qui nous a fait vibrer, et encore aujourd'hui, en son nom, on remercie Radio Shalom, la seule radio juive de France, fortement, car vous êtes le fer de lance d'un cinéma qui mérite le respect, messieurs. Vous allez entendre la BO du Rio Bravo, composée par Dimitri Tompkins en 1959. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Bonsoir Thierry. Et bonsoir à Radio Shalom qui nous accueille. On continue notre dernière séance à nous, sans le whisky ce coup-ci, aujourd'hui, car nous ne pourrions rivaliser avec le grand Wayne. Parlez-nous donc de notre premier western Rio Bravo, mais avant tout, écoutons la chanson qui fait un peu partie du film, qui s'appelle, messieurs, pouvez me la dire? My Life, My Pony and Me. Merci, avec Dean on y va. Martin et Ricky Nelson. On y va. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy
to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody, riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle, pony, and me. No more cow to be roping. Alors cette chanson a été composée par Dimitri Topkin et chantée par Ricky Nelson, que l'on voit à la guitare en 1959. Messieurs, petite parenthèse avant que vous démarriez, Dean Martin, c'est le chanteur préféré de Jean-Paul Belmondo. Merci de m'avoir écouté, à vous. Eh bien écoute, oui, donc on a sur ce passage particulier du film, on a quand même 4 monstres sacrés. Donc on a John Wayne qui les regarde, ça se passe dans le, si tu veux, dans le bâtiment du shérif, avec le voyou qui est enfermé derrière. John Wayne regarde ses amis et Dean Martin casse un peu la glace parce que la tension est très dure dans la ville, et il interprète donc ce titre qui est devenu un classique, que j'avais enregistré d'ailleurs avec Ron, on l'a sur disque. C'est vrai. Ricky Nelson se joint donc à Dean Martin avec la guitare et le vocal, et tu as un gars énorme, un acteur, Walter Brennan, un acteur énorme du western, qui lui fait l'harmonica. Donc ils sont enregistrés, si tu veux, tous les trois, avec Wayne qui regarde. Donc c'est énorme. Je crois que c'est un des plus gros passages du film, et ça reste vraiment un classique dans le classique. Dans un film énorme. Énorme, tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est peut-être un des plus grands westerns qui a été fait. Eh bien, la dernière fois, nous avions parlé de La prisonnière du désert, de Ford. Là, c'est Howard Hawks. Wayne avait commencé avec lui, d'ailleurs, au tout début, dans les années, fin des années 20, début des années 30. La Rivière Rouge. Voilà. Sans vous piéger, c'est le combien de western, là, pour lui, là? Ah, écoute, là, il était déjà à la moitié de sa cargaison de western. D'accord. Donc, il en a fait une quantité astronomique. Il a tourné pratiquement 180 films, je crois, peut-être même plus, c'est ça. Plus les productions. Donc, les westerns, c'est, disons, là, sur sa filmographie, c'est, on dira, du 60%. C'est énorme. 60%. Donc, il est vraiment iconique, si tu veux. Et il est, on dira même Stakhanovisque du western. Il a fait école, et surtout, comme je t'avais dit la dernière fois, en fait, Wayne et Ford ont fait sortir le western de la série B, qui était vraiment méprisé par les critiques, non pas par le public, puisque le public allait en masse. Le public suivait toujours. Le western, c'est la culture américaine. Mais ce public, si tu veux, un petit peu présomptueux, tu sais, un petit peu, comment dirais-je, la critique un petit peu présomptueuse, donc contre le public, ça s'est cassé avec donc la prisonnière du désert, et donc avec Wayne et Ford. C'est Ford et Wayne qui ont fait entrer le western dans son ère moderne, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. La présence féminine, Angie Dickinson. Ah, magnifique. Angie Dickinson, mais on revient plus, là. C'est du bonheur total. Oui, Wayne était très ému en tant qu'acteur, d'ailleurs, je pense. Rappelons-nous, c'est le sergent Pipper Anderson, la série. Ah, yes. C'est vrai. Oui, elle a fait une très importante carrière. Très belle. Et bien sûr, c'est son physique et ses jambes magnifiques étaient assurées, comme celles de Marlène Dietrich. Faut-il le savoir, n'est-ce pas? Et petite anecdote, Howard Hawks lui dessinait les collants qu'elle porte. Ah, ben il avait dû être perturbé aussi, Howard. C'est une femme magnifique, n'est-ce pas? Et une très bonne actrice. Une très bonne actrice. Elle a fait une bonne petite carrière, c'est vrai. Et elle illumine, là, c'est vrai que dans Rio Bravo, elle illumine le western. Et il y a une complicité d'acteurs, de jeu entre Wayne et elle-même. C'est magnifique. Et c'est que du bonheur. C'est un énorme western.
tu vois, et qui allie, si tu veux, presque parfois une comédie légère. Tout à fait. Avec un drame profond. Je pense qu'il a su mélanger les genres et en faire quelque chose. Parce que, en fait, le drame, c'est Dean Martin, quoi. Parce que lui, c'est un alcoolique, quoi, en fait. Il y a ce passage, tu sais, où on l'oblige à récupérer le dollar pièces dans le crachoir. C'est terrible. Magnifique. C'est un film énorme. Rio Bravo, c'est un film énorme. Alors, on peut noter quand même l'apparition, si tu veux, de Ricky Nelson. Alors, Ricky Nelson, si tu veux, c'est la seconde vague du rock'n'roll américain. Donc après le succès énorme de Presley, donc le rock'n'roll sauvage avait été quand même fracassé, on dira, disons par la bien-pensance, si tu veux, tu vois. Et donc on a sorti les teenage chanteurs là, tu vois, un peu propres sur eux, et tu vois les Pat Boone, tous ces garçons là, si tu veux. Et disons que Ricky Nelson, il a été un peu emblématique dans le genre, et bien entendu, comme tous les chanteurs, disons, de rock'n'roll ou de variété. Ils allaient sur le cinoche, ils allaient sur le cinéma. Et Ricky Nelson, voilà, il a décroché ce contrat donc sur Rio Bravo. C'est un peu un ovni dans un premier temps, tu vois. C'est exact. Et après, il a été beaucoup meilleur, comment dirais-je, beaucoup plus investi qu'on aurait pu le penser dans un premier temps. Et il a vraiment pris le rôle, tu vois. Il a vraiment incarné ce jeune loup, tu vois, un petit peu, tu vois. C'est un très beau rôle qu'il a eu. Alors, rappelez-nous le synopsis pour le public qui ne le connaît Eh pas. bien, écoute, alors le synopsis, c'est donc, comment dirais-je, un shérif d'une petite bourgade qui donc emprisonne un voyou, une ordure, issue d'une grande famille. Exactement, son frère. Voilà. Grand propriétaire terrien. Grand propriétaire terrien. Donc, tu sais, ces fameuses guerres qui étaient orchestrées par des propriétaires terriens. Il y a eu la guerre des moutons, tu le sais. Oui, bien sûr. Donc, c'est archétypal, si tu veux, du western. Et si tu veux, l'originalité, j'allais dire, de Rio Bravo, c'est qu'en fait, c'est un huis clos. Presque en temps réel, si tu veux. On pourrait dire un western en chambre. Complètement. Voilà, ils ne sont pas de la ville, finalement. Tu vois, je pense que des gens comme Carpenter, après, ont récupéré ça, tu vois. Tout à fait. Avec Asso, tu vois. De toute façon, lui, c'était un amateur conditionné. Et d'ailleurs, c'est toujours très difficile à faire, ces films-là. Hein. Ah, complètement. Alors, tu as Je pense à Garde à vue, par exemple. Ah oui, voilà. Rien à voir. Non, mais tu as raison. C'est du huis clos. C'est ça. Il faut le faire. Il faut quand même le faire, parce que, pour meubler. Le cinéma américain, alors, comment te dire, et particulièrement le western, soit on va vers surtout le western, hein, on va vers les grands espaces, on démultiplie, si tu veux, les décors, ou alors, tu vois, c'est à contrario, c'est l'inverse. Ce qu'a fait le cinéma fantastique, on avait cité l'autre fois La Nuit des Morts Vivants de Romero, qui est un film emblématique, j'allais dire, et créateur d'un genre ou d'un sous-genre, si on veut. Et là, c'est pareil. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une maison, assiégés, si tu veux, par des créatures, des zombies. Hein. Et Rio Bravo, si tu veux, il est archétypal en la matière. Voilà, ce sont des gens qui se retrouvent dans le shérif office, hein, dans une pièce, avec le voyou derrière les barreaux. Et voilà, ils soutiennent en fait un siège. Ils sont assiégés. Voilà, c'est donc le sujet et le scénario de Rio Bravo. Avec, comme on disait avec Ron, le personnage qui fait un peu liaison avec la ville, c'est Dean Martin. Dean Martin est alcoolique, donc il doit aller au saloon pour boire. Exact. Donc il est liaison, tu vois, et quand l'action, si tu veux, sort, j'allais dire, du shérif office, de la pièce unique, en fin de compte, c'est par Dean Martin. Et un peu avec Angie Dickinson, puisque complètement. Elle devait reprendre la diligence, il y a une histoire. Alors, tu vois, les gens se croisent, si tu veux, mais tous, en fait, sont collés, tu vois, sont prisonniers, j'allais dire, des quatre murs de cette géole. Tu vois, ils sont prisonniers eux-mêmes. Le shérif, au fond, il est prisonnier de son poste de shérif, tu vois. Et c'est le croisement de ses destinées. Exactement. Jusqu'au final, si tu veux, où ça défouraille pas mal. Tu vois, avec donc, le final est magnifique, avec la dynamisme. On s'est annoncé un peu le western italien. Parfois. Quelque part, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire que... Ça a annoncé Léon aussi, tu vois. Ouais, je vais te le dire. Et Angie Dickinson, comme on vient de le dire, elle apporte, c'est le rayon de soleil permanent. Bon, c'est l'histoire d'amour qui se crée, si tu veux. Entre Wayne et elle. Voilà, donc c'est un couple légendaire maintenant. Ah, mythique. Voilà, donc c'est un film très important. Je pense que c'est le deuxième western le plus important de Wayne. Tu vois. Pour moi, oui. C'est énorme, quoi. Ford, Hawks, deux géants. Deux géants qui donnent. Donc Wayne, là, il a vraiment installé sa notoriété définitivement. Okay. Et on a un film, si tu veux, qui est devenu un classique. C'est devenu un classique. Et la chanson qu'on a écoutée, My Life, c'est un classique, si tu veux, du country rock. Tu vois, voilà. Exactement. Dean Martin l'a réenregistré après, sous d'autres orchestrations.
composé par le Ricky Nelson qui joue le jeune à la guitare. Oui, si tu veux, je pense qu'il a dû apporter sa touche, si tu veux. Certainement. C'est un standard des cowboy songs. Oui, exactement. Voilà. Mais il a apporté sa touche. Et Dean Martin, sa voix. Je pense me souvenir qu'en fait, il avait utilisé cette musique parce que Tiomkin l'avait utilisé déjà dans Red River. Absolument. Le premier western d'ailleurs de Wayne et Hawks qu'ils avaient fait ensemble, et il l'avait utilisé là. C'est un classique du cowboy song. Oui. La relation Dean Martin-John Wayne, première fois, je me rappelle plus. Écoute, première fois, et surtout à ce niveau. Mais c'est vrai qu'après ils ont retourné donc les 4 fils de Katie Helder. Absolument. Voilà. Mais tu as raison. Mais c'est leur première. Et alors Dean Martin, bien sûr. Alors il faut notifier quand même que là, Dean Martin, qui avait fait ce duo énorme avec Jerry Lewis. C'est comme ça qu'ils ont débuté. D'abord, si tu veux, au cabaret, donc sur les planches. Hein. Donc Jerry Lewis, il faudra qu'on fasse une émission avec lui aussi. Jerry Lewis, moi, c'est une de mes idoles définitives. Énorme. Jerry Lewis, énorme. Que j'ai rencontré à Cannes. Énorme, un type énorme, si tu veux, un humour, je veux dire, en permanence en mouvement, tu vois, énorme. Ouais. Et donc, il avait créé ce duo avec Dean Martin. Donc, si tu veux, Jerry, le Pierrot lunaire, en fait, hein, et Dean Martin, le beau gosse, le crooner, etc. Et alors, à noter, Thierry, très important, parce qu'on rejoint, tu vois, que tout se tient. C'est ce que je t'avais dit, en fait, comme dans le cinéma populaire, comme on le dit avec Ron très souvent, tout se tient. Le duo Jerry Lewis, Dean Martin, production est produit par Al Wallis. Al Wallis, énorme producteur US, exact. Tu vois, qui plus tard, bien entendu, a produit les films de Presley. Tu vois, tout se tient. Donc on est vraiment dans le cinéma populaire, et il est vrai que Dean Martin, quand le duo, si tu veux, après X films et X spectacles, hein, puisqu'ils ont, si tu veux, traversé les USA, ils ont fait des shows sur planche, en cabaret, jusqu'à Las Vegas, hein, donc pendant des années, dès les années 40, hein, et donc des films dans les années 50 et au début des années 60. Donc quand tout ça s'est arrêté, Dean Martin, il a attaqué sa carrière solo, il a fait des films magnifiques, et je pense que Rio Bravo l'a vraiment installé en tant que ça star. l'a propulsé, bien sûr, en tant que star. Et même en tant que grand acteur, et puis acteur dramatique, parce que bon, ben là, c'est vrai que c'est un rôle quand même qui est magnifique. Vous avez entendu la VO du film Les Diables de Guadalcanal, composé par Roy Webb en 1952. Vous allez nous parler de ce deuxième film de John Wayne, qui là devient militaire. Écoute, oui, alors il est tout à fait important de voir que John Wayne, si tu veux, donc, bien entendu, c'est ce qu'on a évoqué, et on l'avait évoqué la dernière fois avec la prisonnière du désert. Donc John Wayne est une icône du western, John Wayne est une icône du cinéma américain, mais John Wayne, c'est une icône de la culture américaine. Tu vois, au même titre, si tu veux qu'Elvis, que Marilyn Monroe, que James Dean quelque part aussi. Donc voilà, ce sont vraiment ils font partie de la culture américaine, si tu veux, dans le plus petit détail. Et alors, il est vrai que John Wayne, puisqu'il a commencé sa carrière, si tu veux, à la fin des années 20, donc les années 30 et les années 40, la guerre, l'entrée en guerre de l'Amérique. Donc Wayne a participé à ce qu'on appelle, au niveau hollywoodien, à l'effort de guerre. Donc il a tourné, si tu veux, dans X films, on pourra en citer quelques-uns, Les Tigres volants en 42, donc effort de guerre, Alerte aux Marines, effort de guerre de Edward Ludwig,
Retour aux Philippines. Oui. De Edward Dmytryk, C'est magnifique Edward Dmytryk, il faudra faire une émission aussi sur lui. Exact. Donc l'effort de guerre, et là... Tu parles du réalisateur, hein. Le réalisateur. Dmytryk. Absolument. Oui, qui a fait La Neige en deuil. Ah, ben c'est que du... alors là, L'homme au colte d'or. C'est que du bonheur. Excusez-moi, c'est ma tasse de thé. Ben c'est un géant. Il faudra faire une émission sans attendre. Ah, je veux. Et alors, Les Diables de Guadalcanal, n'est-ce pas, sans se planter dans le titre, 1951. Donc on n'est plus dans l'effort de guerre de la Seconde Guerre mondiale, mais on était dans l'effort de guerre anticommuniste. Voilà, exactement. Donc John Wayne, anticommuniste quand même viscéral, si tu veux, et notoire, puisqu'après il a fait le film Les Bérets. Hein. Ouais. Donc là, c'est un effort de guerre, si tu veux, globalement anticommuniste, et en fait anti ceux qui sont contre l'Amérique. Exactement. Mais on reprend, si tu veux, étant donné qu'il y avait quand même une pensée politique qui ne pouvait pas dérailler, puisque c'était des films qui étaient grand public, on garde quand même le japonais comme ennemi ciblé, si tu veux, ciblé et définitif. Voilà. Et on prend Nicolas Ray, et pas des moindres pour la mise en scène. Pas un des moindres, c'est vrai. On fait un film quand même qui met en co-vedette Robert Ryan, magnifique. Et on n'oublie pas de dire que le producteur, c'est Howard Hughes. Howard Hughes qui produit. Parce que le film parle d'avion, parce qu'Howard Hughes est un passionné d'aviation. Tu vois, donc, tu vois, tout se tient. Et il est certain, alors, on a l'antagonisme entre un John Wayne, si tu veux, donc les personnages, les rôles. John Wayne débarque, il remplace un petit peu Robert Ryan dans le commandement de cette escadrille. Donc là, c'est la campagne du Pacifique. Hein. Donc on sait que les Américains, si tu veux, ont été... Les pilotes de chasse américains, c'est eux qui ont fait la victoire du Pacifique. Et on revient à quelque chose qui va te faire plaisir, Thierry. On revient aux têtes brûlées avec Robert Conrad. C'est ça. Et oui, Papy Boynton. Bob qui se fait zapper, qui aime bien qu'on l'appelle de Duke. De Duke, oui. Donc, tu vois, alors, tu sais, ma phrase clé, c'est que le cinéma populaire est quelque chose de complexe, mais qui se tient. Tu vois, donc c'est un entrecroisement, si tu veux, de destinée. Sans arrêt, bien sûr. Voilà, donc quand on parle de Pierre, on parle de Paul, et là, tu vois, on revient sur Robert, là, tu vois, on parle de Robert Conrad. Vous parlez de Robert Ryan qui, je vous venais de le dire, a travaillé plusieurs fois avec Edward Dmytryk. Ça me fait penser au film avec Spencer Tracy, Un homme est passé. Quel film, justement, c'est vrai. C'était avec qui est magnifique, magnifique, bien sûr. Aussi Lee Marvin. Exactement. Et Ernest Borgnine. Là, c'est la mauvaise conscience de l'américain, parce que quand Tracy revient, en fait, dans ce village, pour donner une décoration, c'est ça. À ce japonais. C'est ça. C'est ça. Qui avait... Mais Lee Marvin, ça a toujours été la mauvaise conscience. Puisque Lee Marvin, si tu veux, dans tu sais, le film avec Marlon Brando, l'équipée sauvage, il est l'aspect, si tu veux, des bikers, tu sais, dirty bikers, le mauvais, alors que Brando, il est héroïque, tu vois, il est solaire, j'allais dire, tu vois, et puis il est dans la rédemption, lui pas du tout, Lee Marvin pas du tout. Non. Et dans le film, et Marvin, après il a travaillé pour la Canon, donc la Canon, tu sais, a récupéré, faudra faire une émission sur très bonne la Canon. Très bonne. Nous en avons beaucoup avec Bronson. Nous en avons beaucoup à faire. On a des milliers d'émissions à faire. On va faire une liste avec Yossi tout à l'heure. C'est ça. Et bien entendu, Lee Marvin, si tu veux, dans les 12 salopards, il est encore la mauvaise conscience, si tu veux, américaine, parce que c'est un commando, deux salopards. Tu vois. Donc on est dans l'ultra-violence. Ce qu'a essayé de récupérer, j'allais dire, de façon maladroite. Tu sais que, vous savez, je n'aime pas du tout Tarantino. Tarantino a voulu le récupérer, mais il s'est planté. Tu vois, c'est pas bon. Alors que le film que j'ai vu dernièrement, Overlord, tu vois, a récupéré le truc et il est beaucoup plus dans l'esprit. Tu vois. Donc, tu vois, alors, voilà. Donc, pour revenir au Diable de Guadalcanal, donc c'est que du bonheur. Alors, un film qui est assez violent, puisqu'on voit quand même pas mal de pilotes se faire dézinguer par les Japonais. Donc, les combats aériens, il faut noter qu'ils étaient très, très violents. Alors là, on est dans une phase, si tu veux, primaire, numéro 1, j'allais dire, primale même, des combats aériens, c'est-à-dire les unités, comme Papy Boynton, étaient sur des îlots. Tu vois, ils étaient sur terre ferme, si tu veux. Donc les mecs aménageaient, si tu veux, des aérodromes de fortune. Donc ils réparaient les avions comme ils pouvaient, et ils partaient en combat sans arrêt. Les mecs étaient usés, tu vois. Et la seconde, si tu veux, phase de la guerre du Pacifique, c'est donc toujours avec Papy Boynton qui a suivi le mouvement, puis tous ces héros, tu vois. Tous ces mecs-là, si tu veux, après étaient embarqués sur porte-avions. C'est pour ça que l'Amérique, quand il y a eu Pearl Harbor, elle a pu sauver, tu vois, ses porte-avions, ce qui lui a permis, si tu veux, de gagner la guerre du Pacifique.
Tu vois, donc tout ça se tient. Et le cinéma populaire, bien sûr, là on est en plein dans le film. Donc c'est un film tribute à ces mecs, si tu veux, qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un film, si tu veux, qui est, comme je te l'ai dit, on sent un anticommunisme qui pointe. On l'avait dans la science-fiction, tu le sais. Oui, à mort, bien sûr. Mais il était militaire à la base, John Wayne, il était très... Mais non, alors voilà, c'est ça. John Wayne, alors tu sais que Ford lui reprochait. Parce que tu sais, Ford, il aimait bien le titiller avec ça. Il a même fait pleurer. Donc, j'ai un truc qui me vient de suite. J'ai compris la mésentente avec Clint Eastwood qui, lui, à l'inverse. Parce que je viens de lire son dernier livre, je le répète encore une fois, 800 pages, et il explique qu'il se prenait la tête avec John Wayne. Ils n'avaient pas les mêmes idées, et je pense que ça y est, j'ai compris. Peut-être par rapport au côté... si tu veux, John Wayne, politiquement, bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il a produit aussi, il a été producteur. Bajak, là, oui, avec Bajak Productions, tu vois. Il était aussi, il était associé avec d'autres acteurs, tu sais, pour comment dirais-je, tu sais, de l'élevage, tu vois, comment dirais-je, au niveau élevage de troupeaux. Vraiment, il y avait ce côté cow-boy, tu vois. Il avait même des puits de pétrole, C'était un homme d'affaires avisé. Bien sûr. Mais donc, pour rester sur le cinéma, si tu veux, en matière de production, donc, il a produit et réalisé les bérets verts. Les bérets verts, quand ce film est arrivé... Il s'est fait dézinguer. Donc, bien sûr, j'allais dire... par la gauche américaine, surtout la gauche boboisante, si tu veux, de l'Est, tu vois. Bien entendu, il faut le dire. Alors chacun après, bien sûr, on dirait, la liberté d'expression est tout à fait respectable. Mais Wayne, lui, il a débarqué avec ses gros sabots, si tu veux, quelque part. Il était patriotique à fond. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le patriotisme, c'est peut-être quelque chose de, tu vois, c'est peut-être intéressant aussi, vu la situation qu'on vit au niveau planétaire. Je pense qu'aimer son pays, etc., c'est pas tout à fait négatif, tu vois. Et puis je pense qu'il était sincère, tu vois. Je veux dire, c'était un homme qui croyait vraiment à ses convictions. Il était honnête. Je veux dire, après, il était honnête envers lui-même, je pense honnête aussi envers les autres. Complètement. Il y a des metteurs en scène qui ont tourné avec lui qui n'étaient pas du tout de son bord. Comme un gars comme Mark Rydell qui avait fait les cow-boys avec lui. Et il a dit, mais j'étais vraiment subjugué par cet homme, parce qu'il avait vraiment incroyable. Quoi. Et si tu veux, le professionnalisme et ce patriotisme, donc, alors, les deux aspects, pour revenir à sa situation, j'allais dire, privée, donc, Wayne, quand la guerre éclate, donc, Wayne va faire de l'effort de guerre. On a cité quelques films, il en a fait beaucoup. Il a participé activement, si tu vois, des campagnes in situ sur le sol américain, l'effort de guerre, tu sais, le live, tu vois. Alors que des garçons, par exemple, comme James Stewart, lui, il était sur bombardier. Il a fait la guerre. Colonel, tu vois. Exact. Absolument. Tu prends des mecs, tu prends Jacques Palance. Jacques Palance était un pilote de brûlé chasse. D'ailleurs, qui a été brûlé. Il a fait la bataille du Pacifique et il s'est fait cramer, si tu veux, la tronche, tu vois, en se battant. Exact. Donc alors, si tu veux, comment dirais-je, pour faire, disons, une analyse vraiment précise, donc Wayne veut partir à la guerre, mais comme il était papa de 4 gosses, c'est ça. Ça n'a pas, tu vois, on lui a dit non, restez, tu vois, il y a des gars qui étaient exemptés, etc. Donc, alors certains ont dit oui, il veut pas partir à la guerre, c'est pas bon, etc. Ouais. Ford, qui essayait de trouver un point d'appui parce qu'il avait un titan. Il aimait son titan, si tu veux. C'était sa créature. Sa créature. Il l'avait créé. Mais il aimait bien quand même le Ford était un peu violent, tu vois. Donc il lui mettait dans les dents souvent. Et Wayne, ça lui plaisait pas. Alors Wayne, il a dit c'est vrai, merde, je suis pas allé sur le terrain, mais donc je vais faire le maximum. Et son patriotisme, il a investi, si tu veux, dans ses productions, dans ses films, avec ses finances, il a fait comment dirais, Alamo, qui est un film patriotique total. Alors là, il s'est carrément ruiné parce que complètement. Alors il a eu Ford en renfort, tu le sais, en seconde équipe. Qui est venu, oui, exactement. Alors que pour les bérets verts, non. Pour les bérets verts, non, parce que Ford n'est pas venu. Tu vois, voilà. Alors, tu vois, voilà. Donc cet aspect de Wayne, oui, je te laisse, oui. Non, parce que j'y pense d'un seul coup. Faut pas oublier que si je me rappelle bien, il avait des devoirs civils, c'est-à-dire c'était un franc-maçon, lui. Mais c'est-à-dire, tu sais, oui, mais je pense qu'il faut, comment dirais-je, tu sais, en Amérique, ça n'a pas le même aspect, si tu veux, peut-être qu'en Europe. Je pense que ça vient surtout, si tu veux, des high school. Les sportifs sont tous dans des fraternités sportives. C'est d'ailleurs, il a commencé... Le football américain. Voilà, c'est Tom Mix, tu sais, une autre légende. Bien sûr, qui faisait partie d'une fraternité. D'ailleurs, je l'avais noté. Mais je veux dire, ça n'a pas, si tu veux... le même... Laurel et Hardy s'était moqué de ça. Tu t'en souviens? Je crois que c'était les compagnons de l'Anouba. Oui, c'est vrai. Tu sais, ils s'étaient moqués de ça, si tu veux. Alors, après, je veux dire,
tout ça, ça relève de l'intimité. Il y a des gens comme Clint Eastwood, fait partie aussi de sociétés secrètes, mais ça, c'est autre chose. Wayne, je crois que ça vient vraiment du sport. Et quand il s'est méchamment blessé, si tu veux, au sport, c'est là qu'il avait ce petit boulot de, si tu veux, d'homme à tout faire. D'homme à tout faire. Voilà, accessoiriste, enfin, voilà. Il a fait, voilà, charpentier, il savait tout faire. Hein. Voilà, exact. Et Hollywood, faut pas oublier, c'est quand même la magie de l'image. Ah, mais complètement. Mais Hollywood est chargé de symboles. C'est-à-dire que, voilà. Ah, mais déjà, le nom Hollywood, il faudrait une émission sur ça, Thierry. On est d'accord. C'était terriblement chargé. Voilà. Mais John Wayne, il était, je pense, sur un autre créneau. Tu vois, ce sont les high school. Ils venaient tous du sport, ces mecs. Bien sûr. Et War Bond. Tu vois, tous plus récemment, Burt Reynolds, voilà, qui nous a quittés il y a peu. Oui, donc c'est l'aspect US, c'est là, tu vois. Et je te dis jusqu'à Laurel Hardy qui se sont moqués un peu de ça, de façon, tu vois, bon enfant. L'Amérique, tu vois, c'est un paradigme qui est différent de celui de l'Europe. Tu vois, ils sont pas étriqués du derrière, pour être poli. C'est autre chose. Après, tout ça est personnel, tout ça est de la volonté de chacun. Mais Wayne, voilà. Wayne, il s'est formé comme ça, si tu veux, tu vois, par le sport, donc, j'allais dire. Puis la boxe, après, etc. Et puis, blessure, un peu comme Ventura, c'est les mêmes schémas, si tu veux. Ces gens qui viennent pas de... Tu vois, par exemple, Wayne, il faut bien le noter, il détestait viscéralement l'acteur studio. Pour lui, l'acteur studio... Les acteurs de la méthode. Il ne pouvait pas, tu vois. Et pourtant, l'acteur studio, tu prends Steve McQueen, c'est l'acteur studio. Tu vois, et le jeu de McQueen, Brando, tu vois, ce sont des écoles, si tu veux. Tu vois, Clint Eastwood, malgré, si tu veux, des oppositions avec Wayne, puisque Clint Eastwood, il a en fait ravi, j'allais dire, la couronne de Wayne comme héros définitif du western, mais Clint Eastwood était en admiration. D'ailleurs, tout à l'heure, on va parler, il était en admiration totale. Tu vois, c'était le petit... C'est normal. Et tu parlais de Steve McQueen, inconditionné de John Wayne. Hein. Il avait dit, son fils lui avait demandé quel est l'acteur, il lui dit que la définition de l'acteur, il a dit c'est John Wayne. Ah mais Ron, et John Wayne, si tu veux, il est emblématique, j'allais dire définitivement. Vous allez entendre la BO du film que j'aime bien chez John Wayne, L'Homme Tranquille, composé par Victor Young en 1950. Autant pour moi, excusez-moi, messieurs, 1959, le film. Excusez-moi, j'ai une petite ombre devant mon micro. Parlez-nous, de ce troisième film. Eh bien, écoute, Dom, donc, L'Homme Tranquille, 52, hein. L'Homme Tranquille, 52. 52. D'accord, je me suis trompé, alors. Alors là, on revient, justement, tu sais qu'on avait évoqué, disons, le côté parfois un peu impétueux de Wayne. Là, Wayne endosse le rôle d'un boxeur. Exact. Donc, notons, c'est important, c'est un des rares films de Wayne, il y a eu des plans studio, hein, mais là c'est tourné en Irlande. Tout à fait. En fait, si tu veux, comment dirais-je, L'Homme Tranquille, ce Cateman, en anglais bien sûr, et le tribute de Ford. Excuse me, sir, the Quiet Man. Ah yes, mais you speak very well. Hein. Moi je te le dis à la niçoise, je te le dis. Mais si tu veux, donc Wayne, boxeur américain, qui débarque, donc on sous-entend qu'il est lui aussi irlandais, mais c'est surtout Ford, tu vois, qui fait tribute à son Irlande natale. Donc il débarque, si tu veux, c'est la Merlot qui débarque dans une Irlande un peu rurale, champêtre et paysanne, et bien sûr, mais c'est très bon enfant, hein, il se heurte, bien entendu, au titan, si tu veux, Victor McGregor, il se heurte d'entrée au titan, et il tombe amoureux, bien entendu, de la belle sauvageonne rousse, Maureen O'Hara, magnifique. Donc, on est, si tu veux... Là, c'est un film qui est complètement... un film, j'allais dire, presque rare dans la filmographie de Wayne. C'est vrai. Tu vois, et c'est un film
Oui, j'allais le dire, on passe du coq à l'âne, c'est qu'à de le dire. Voilà, il n'y a pas du tout, il n'y a pas d'ombre, tu vois. On sent que Ford s'est fait plaisir parce qu'il est dans son élément. Oui, je pense qu'il a tiré ça d'une nouvelle, hein. En fait, c'est une nouvelle. Bon, moi, je l'avais lu le bouquin et tout. Tu avais le bouquin, ouais. Voilà, donc c'est une nouvelle, ça doit faire peut-être 50 ou 60 pages, hein. Donc, après, il a brodé là-dessus. Mais je pense qu'il a fait parce que le tribut à l'Irlande, il ira retourner là-bas. C'était ses racines. À savoir que aux États-Unis, l'accent dans certains endroits, il y a eu beaucoup d'Irlandais qui sont partis aux États-Unis, c'est énorme, comme beaucoup de Siciliens. Ah ben bien sûr, bien entendu. C'est vrai. Il y a eu énormément de comme Frank Sinatra. N'oublions pas qu'il arrive à 7 ans sur le port d'Hoboken et qui balaye les bâtiments de la mafia. Et énormément. Thierry, et énormément de Français. Bien sûr. Énormément de Français. Bien sûr. Alors, bien entendu, si tu veux, alors, tu vois, on revient sur le fait que le cinéma populaire, comme je te dis toujours, tout se tient. On a, alors le point d'orgue du film, c'est la bagarre titanesque, énorme, tu vois, qui dure des heures, tu vois, qui traverse toute la commune. Belle bagarre. Donc la bagarre entre Wayne et Victor McLaglen, donc un truc homérique, et dans ses souvenirs, Clint Eastwood, tu vois, comment dirais-je, quand il a eu cette scène aussi qui dure des heures, entre guillemets, dans Ça va cogner, tu sais, avec William Smith, tu vois, Philo Beddoe, le deuxième Philo Beddoe. Donc c'est un tribut direct à John Wayne et à L'Homme Tranquille. Mais si on parlera aussi de Charles Bronson, j'espère un jour. Il faudrait, bien sûr. Il y a fait pas mal de films là-dessus. Je pense d'ailleurs que c'est obligatoire. Le bagarreur. Dont le bagarreur. De Walter Hill, qui est magnifique. Il faudrait faire une émission sur Bronson et Walter Hill aussi. Et alors, Walter Hill. À ce propos, je coupe juste pour la bagarre homérique. Cette scène qui, même moi, étant gamin, ça m'a toujours frappé. C'est ce vieux qui est en train de passer, qui est en train de mourir, qui est sur son lit de mort. C'est ça. Sur son lit de mort, il entend donc la foule, les déflagrations des coups de poing. Voilà, exactement. Et il se lève, il remet ses fringues et il cavale comme s'il avait 20 ans. Il était sur le point de passer, de mourir. On est dans la gestuelle d'honneur, tu vois, c'est-à-dire les mecs, ils se foutaient sur la gueule, mais c'était des duels. Choses aujourd'hui qui sont complètement oubliées, tu vois. Aujourd'hui, les gens, je veux dire, c'est un peu, tu vois, on est passé dans une autre époque. Tout ça, on n'a plus. Je dis pas que les duels, il faut les remettre à l'ordre du jour, mais parfois, ça se réglait, tu vois, d'homme à homme, et c'est ce qu'on a. Donc, je crois que Ford, il tenait absolument à ça. Tu vois. Et Ford aussi, tu vois, il a, comment dire, je crois qu'il a mis c'était un tournant dans sa filmographie. Il avait besoin de ça. Tu vois, il sortait de sa série de westerns, et tous les autres films, bien sûr. Hein. Mais il avait besoin de ça. Puis je pense que c'est le retour aux sources en Irlande. Il s'est ressourcé. Il avait fait ce film Le Mouchard, mais tu sais, avec McLaglen, justement, qui dénonce. Bon, enfin bref. Mais c'était un film sinistre. Sinistre. Il voulait quelque chose de léger. Voilà. Je pense qu'il voulait, il voulait donner autre chose que la dureté de une histoire d'amour à travers aussi. Mais ça, c'est définitif. Je pense d'ailleurs une de ses plus belles histoires d'amour. Parce que Ford ne s'est pas tellement attardé sur les. Non, mais tu sais, comme c'est ce qu'on a dit de Léon aussi, tu vois. Aussi. Et tu vois, Léon aussi, il suivait les empreintes, il a marché dans les pas, si tu veux, de Ford. Et c'était pas leur truc, tu vois. Le western, c'est une histoire de mec, tu vois. Mais donc là, on est dans un western, j'allais dire champêtre. C'est champêtre, voilà, oui. Mais c'est éclairé par. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait faire une émission sur les femmes, les nanas, au cinéma. C'est vrai, bien sûr. Il y a vraiment des c'est un tribut, et puis il faut vraiment. Et tout à l'heure, Angie Dickinson, si tu veux, qui éclaire Rio Bravo. Et là c'est Maureen O'Hara qui éclaire le film. Ah, magnifique. En même temps, avec le père Ford, elle en a fait, hein. Donc elle avait fait Rio Grande, elle avait fait. Enfin, donc voilà. Et on a, alors, tu vois, comme tout se tient, on va faire un parallèle, si tu veux, avec le côté champêtre des films de Terence Fisher. Tu vois, film donc britannique. C'est vrai. La mère, si tu veux, elle avait, je dis pas qu'ils se sont inspirés, tu vois, mais là, si tu veux, comment dirais-je, le maquis britannique, tu vois, etc., disons écossais ou anglais, tu vois, il est très proche du maquis irlandais, comme l'a montré, c'est ce côté un peu sauvage, un peu austère. Tu vois, et c'est vrai, quand on voit débarquer Maureen O'Hara, si tu veux, elle illumine. Elle illumine carrément le film. C'est un film très important. Un film, je crois, qui est un petit peu, pas oublié, mais à redécouvrir sans attendre. À redécouvrir, de force. Ça mérite une belle édition Blu-ray, tu vois, avec des bonus. Je pense qu'on pourrait faire une belle chose.
Vous allez entendre la BO du film Un silencieux au bout du canon, composé par Elmer Bernstein en 74. Ce son, là, je sens un côté Bullitt quand même, hein. Il y a du Lalo Schifrin. Bullitt, il y a du Schifrin. C'est l'inspecteur Harry, c'est Dirty Harry, en plein. Il y a du Quincy Jones, il y a... on voit qu'il a... Et puis on sent que pointe aussi la Blaxploitation, tu vois. Tu sais que je vais parler de ça dans mon mémoire, tu sais, je veux développer tout ça. Donc il faudra faire une émission sur ça aussi. Donc là, Shaft, bien sûr. Ron, Shaft. On retrouve un Wayne dans un autre domaine. Écoute, oui. Carrément, là. Oui, mais c'est-à-dire, tu sais, moi j'ai intitulé ça, j'avais fait 4 époques, hein, donc Wayne, Stakhanoviste du western, icône définitive du western, l'effort de guerre puis l'acte politique, Wayne en dehors du mythe western, on vient d'en parler, bien sûr. Et là on est dans le policier action, et bien entendu on est, si tu veux, carrément dans le crépuscule du western, tu vois. C'est ça. Alors il faut noter, il y a beaucoup de choses à dire là. Bien sûr. Alors si tu veux, là le film 74, on est en 74, John Sturge, donc énorme, et donc là je veux dire, tout ça c'est que du bonheur. En 75, Wayne reprenait un rôle. Il en a fait que 2 en fait de films, disons de cette trempe, pas moins de ce genre-là. Oui, il a fait Brannigan. Brannigan se déroule au Royaume-Uni, en UK. Là, c'est en Angleterre. De Lee Cox, tu sais, on en parlait tout à l'heure. C'est un grand metteur en scène. Il faudra faire des émissions aussi sur les, tu vois. Alors bien entendu, là, on est, si tu veux, bien entendu, on est en plein dans le. Tu sais, il y a comment dire, pour être clair, le cinéma populaire là, à cette époque-là, il y avait plusieurs écoles. Alors en Italie, tu avais le policier italien très violent, puisqu'à l'époque c'était l'époque des attaques des brigades rouges, tu sais, et la mafia était omniprésente dans les grandes villes comme Turin, Milan. Donc on a développé, si tu veux, un cinéma populaire avec Maurizio Merli, notamment, qui était le Clint Eastwood italien. C'est ça. Donc tu vois, une vague de films, si tu veux, contemporains, tu vois, donc en Europe, bien entendu en Amérique. Alors là, pour Wayne, on est 74, mais donc il prend le train en marche, si tu veux, puisque Clint Eastwood, dès 71, dès le début des années 70, puis en 73, 71 l'inspecteur Harry, 73 Magnum Force, donc il a créé ce personnage d'inspecteur, tu vois, irréductible et violent. Donc Wayne reprend, tu vois, dans le rôle de McHugh, tu vois. Donc les scénarios sont similaires. Un policier, si tu veux, de la rue, à son coéquipier qui est flingué par la mafia. Donc que ce soit pour Clint ou que ce soit pour Wayne, et que ce soit Wayne ou Clint, ils entrent, si tu veux, en guerre contre le crime organisé, si tu veux. Alors son des films émaillé de scènes d'action hyper violentes. Donc Wayne, là, c'est plus le cheval, mais c'est la voiture, c'est la caisse américaine. La caisse américaine, voilà. Dans des scènes très très fortes, hein. Un film très important. Alors bien entendu, ce film, si tu veux, on a quand même une sacrée affiche d'acteurs. Oui, on a Eddie Albert. Tout à fait. On a Eddie Albert. On a Al Lettieri. Grand acteur. Dans Guet-apens de Picenta. On a Clou Goulaguer, énorme. Très bon. Tu vois. On a Julie Adam. J'allais te dire, oui, Julie Adam. Donc, tu vois, Wayne, il aborde, si tu veux, il veut sortir un petit peu, comment dirais-je, de son personnage de western. Là, on sait que Wayne, il est atteint d'un cancer, tu vois, il est bien malade, puisqu'il est décédé quelques années plus tard, hein.
Et si tu veux, il avait refusé le rôle de l'inspecteur Harry. Il l'a refusé. Tu vois, il l'a récupéré en fait avec le personnage de McHugh, mais il avait refusé. Je ne savais pas. Il avait refusé. Il avait refusé. Et automatiquement, si tu veux, voilà, il prend le train en marche. C'est le dernier baroud d'un acteur qui veut se renouveler. Et il reviendra bien entendu au western avec les derniers classiques, le dernier des géants, etc. Je pense, tu vois, qu'on est dans un beau final. Tu vois, il a tenu la route jusqu'au bout, c'est vrai. Il a tourné jusqu'à l'épuisement, tu vois, puisque dans son dernier film, il était vraiment atteint du cancer et c'était lui. Et il est mort quelque temps après. Il meurt vers le dernier film, le dernier des géants. C'est ça, il meurt. Il était atteint d'un cancer. C'est ça. En fait, il réunit les 3 meilleurs tireurs, ou enfin, il se une forme de suicide quelque part, parce qu'il sait que de toute façon, il est condamné. C'est un film crépusculaire que Clint Eastwood a souvent, si tu veux, récupéré. Tu vois, Pale Rider, tout ça, tous ces films, c'est dans l'esprit. Tu vois, un western crépusculaire, si tu veux, tu vois, impitoyable, etc. Et d'ailleurs, dans le générique de ce film, donc le dernier des géants, c'est les périodes phares, des extraits des périodes phares de ces films. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, ils ont pris un risque parce qu'ils passent du cheval à la voiture habillé en civil. Oui, mais ça a été le risque a été pris, je veux dire, c'est vrai frontalement, mais ça s'est très bien passé. Bien sûr. Les films ont très bien marché. Bien sûr. Il en a fait que 2 parce qu'après il a voulu revenir au western. Je pense qu'il voulait revenir au western. Mais Chisholm, c'est toute cette époque aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas une manière aussi quelque part, parce que le western s'essoufflait un petit peu, d'essayer, comme tu as dit, de prendre un peu le terrain en marche et puis de renouveler un petit peu son image. Je pense que s'il avait vécu plus longtemps, il serait allé peut-être vers des films un peu différents. C'est vrai. Tu vois, ce qu'a voulu faire, par exemple, ce qu'ont voulu faire même, tous les acteurs de films d'action comme Stallone. Tu vois, je veux dire, voilà, même beaucoup d'autres acteurs, même Clint en fait. Oui, mais c'est vrai. Clint, quand il est passé derrière la caméra, il a cassé la glace, tu vois. Il est passé à autre chose. Donc tout ça, c'est respectable. Ils ne se sont pas laissés enfermer dans des rôles stéréotypés. Il a même pris des risques. Il a même pris des risques, quoi, parce que quand même, il y avait. Bon, c'est vrai que ce genre de rôle, c'était totalement inhabituel pour lui. C'était inhabituel. Voilà. Et le risque a été pris, comme je dis, frontalement. Mais c'était le caractère de Wen. Je pense qu'il était. Oui, c'est vrai. Il montait au combat. Qui était pas facile, spécialement à diriger. D'ailleurs, vers la fin, il disait qu'il prenait Andrew McLaglen parce qu'en fait, c'était un peu le siropompe. Oui, c'était pas trop. Voilà. Yes Man. C'était le Yes Man. C'était le Yes Man. C'est ça. Noël arrive et les émissions prennent normalement fin. Nous reprendrons les émissions en janvier 2019 et nous commencerons avec une grande voix de doublage. J'ai nommé Patrick Poivet, la voix officielle de Bruce Willis et bien d'autres. Il sera dans nos studios pour une émission superbe avec cette voix qui est très connue, car c'est aussi la voix de publicité de radio, de jeux vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner aux pages Facebook, Twitter, Google, je ne le dis pas assez. Thierry Genovese et aussi Écran Large. Vous pouvez nous joindre par mail à écranlarge.rcn@gmail.com si vous le désirez. Si vous avez des questions, des remarques, des propositions à nous faire, n'hésitez plus à nous en faire part. On vous embrasse tous. Messieurs, je vous remercie encore. Merci à toi. Et je dédie merci à Radio Shalom. Merci à Radio Shalom. Merci à lui aussi. Et je dédie cette émission à Kirk Douglas, qui a aujourd'hui, depuis le 9 décembre, 102 ans. Ah, énorme. Ça aussi, une émission s'impose, Thierry. Il le faut. Messieurs, merci à vous. Merci Yossi. Merci Yossi. Merci Yossi. Écran large, l'émission qui rassemble comédiens, réalisateurs, cascadeurs, doubleurs. Écran large, chaque lundi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN. Retrouvez ce moment en libre accès sur rcnradio.info, page podcast. Écran large, l'émission qui rassemble tous les métiers du 7e art. Chaque lundi et mercredi à 21h avec Thierry Genovese sur RCN.